Alors, on va résumer la première partie du chapitre 1 de Un secret de Philippe Grimbert. D'abord, il nous dit que un frère, ça l'a toujours fait rêver. Il a toujours admiré ceux qui avaient des frères. Et il a toujours rêvé d'en avoir un lui-même, alors que lui, il vivait entre les quatre murs de l'appartement, entre ses deux parents, qui sont des athlètes, ou en tout cas qui l'ont été. Un jour, il va dans ce qu'il appelle la chambre de service. Ça a l'air d'être une petite pièce comme un débarras. Et sa mère est en train de ranger des affaires. Il trouve une petite peluche, un petit chien qui a un tricot. Et il veut le prendre. Mais devant l'air hyper triste de sa mère, il renonce à prendre ce nounours. Ensuite, il y a tout un passage où il raconte en gros comment ses parents ont effacé toute trace, alors on devine, de judaïcité certainement. Parce que par exemple, il a été baptisé alors qu'il était déjà grand. Ensuite, ils ont changé son nom. Donc apparemment, c'était Greenberg et ils l'ont changé en Grimbert. Il a été circoncis, mais ils disent que c'est uniquement pour des raisons médicales. Donc on suppose que c'est une famille juive qui cherche à effacer les traces de ses origines. Et c'est confirmé par la suite quand il dit, même après la défaite des tyrans, donc quand le nazisme a été vaincu, ils ont continué à tyranniser dans l'ombre, parce que dans le fond, les gens s'auto-censuraient eux-mêmes et n'osaient pas montrer qu'ils étaient ou qu'ils avaient été d'appartenance juive. Ensuite, il décrit son frère comme s'il était vraiment présent auprès de lui. Il raconte que son frère, il est athlétique, que c'est un vrai héros dans la cour de l'école, que il est brillant, tout, il a une bonne physionomie, il est beau avec un beau visage, il est musclé. Lui, par contre, il se trouve assez laid physiquement, il se trouve plein de défauts à son corps, que ce soit les genoux ou alors un trou dans le thorax. Euh, il se trouve beaucoup de défauts et il raconte aussi que sa maman l'emmenait souvent chez le médecin parce qu'il avait tout un tas de maladies et du coup il devait subir tout un tas de traitements. Ensuite, il remonte dans la chambre de service, donc c'est le petit débarras, avec sa mère un jour et cette fois il récupère le nounours. Et le nounours, il l'appelle Sim. Mais il ne sait pas d'où il a pris ce nom-là, il a voulu l'appeler Sim. Et chaque fois qu'il appelle son nounours Sim, il voit que ça surprend ses parents et que ça leur fait de la peine. Mais quand même, il n'y renonce pas, il continue à appeler son nounours Sim. Ensuite, il continue à raconter sa vie avec son frère imaginaire. Et il dit qu'à l'adolescence, son frère et lui, ils se chamaillent beaucoup. Et que son frère, parfois, il est méprisant, parfois, il se moque de lui. Mais bon, ça finit quand même en rigolade. Et en tout cas, c'est un enfant qui a des angoisses. Et chaque nuit, il pleure. Il ne sait pas pourquoi, mais il pleure énormément. Il mouille son oreiller de chagrin. Et dans ces cas-là, eh ben, il se console en imaginant son frère près de lui pour le consoler. Et ses parents sont commerçants en vêtements de sport, si j'ai bien compris. Ils ont une boutique dans un quartier de Bonneterie à Paris. Voilà, pour le résumé de la première partie de ce chapitre 1, on va lire la deuxième partie. On va résumer cette deuxième partie. Donc, le narrateur raconte qu'il a grandi, qu'il est devenu très maigre. Il est maigre au point que l'école se demande même si ses parents le nourrissent suffisamment. Il en est un peu gêné, mais en même temps, il trouve que ça valorise le corps très athlétique de ses parents. Et c'est un petit garçon qui a apparemment des complexes par rapport à son corps. On l'avait déjà vu au début du chapitre, mais là ça se confirme. Il raconte par exemple qu'il n'aime pas quand les garçons jouent au foot, il préfère aller se mettre à côté des filles, comme ça ils écoutent leurs chansons et leurs jeux plus calmes et ça le repose. Ensuite, il est très marqué par le corps des gens. Et il dit qu'il peut facilement deviner les silhouettes. Ses parents ont un magasin de vêtements, donc il regarde en fonction des tailles, en fonction des vêtements, quel corps peut aller dans quel vêtement. Et pour lui, toutes ces choses-là ont beaucoup d'importance, savoir qui a ou n'a pas un ventre proéminent, par exemple. Parce que lui, il se considère comme ayant une anatomie défavorable, alors qu'il trouve ses parents magnifiques, hein, on se rappelle de ça. Ensuite, il va nous parler d'une dame qui s'appelle Louise. C'est une dame qui a plus de 60 ans, qui doit être une sorte d'infirmière ou de soignante, qui a un cabinet. Et ce cabinet, visiblement, il partage le même rez-de-chaussée d'immeuble que le magasin de ses parents. Et cette dame, elle a le visage usé. Elle a apparemment beaucoup bu, beaucoup fumé dans sa vie, et c'est une dame qui est vieille et qui est usée par la vie. Et en fait, cette dame, elle a une infirmité que lui nous voit facilement et n'oublie jamais, c'est qu'elle a un pied beau, ça veut dire un pied qui est déformé, et elle a donc du coup une chaussure orthopédique. Lui, il dit que c'est un boulet de cuir attaché à son pied.
Et cette dame-là, avec son infirmité, ça n'empêche pas qu'elle fasse très bien son travail énergiquement parce qu'elle a des mains très énergiques. Et le petit garçon, il aime bien se réfugier chez elle pour à la fois lui poser des questions sur sa vie, alors qu'il n'oserait jamais poser de ce genre de questions à ses parents, et se confier aussi. Et il trouve qu'il a un point commun avec cette dame. Elle a une infirmité au niveau du pied, et lui, il considère aussi son corps, sa maigreur, sa pâleur et tout ça comme une infirmité. Et elle lui raconte son enfance où elle était malheureuse parce qu'elle était moquée par les autres enfants. Et lui, de son côté, il s'identifie à elle et il se confie à elle sur ses chagrins. Il dit que dans le fond, cette voisine, Louise, elle a pris soin de tout le monde. Elle prenait soin de la fatigue de ses parents parce qu'elle leur faisait des massages. Et elle prenait soin de lui en écoutant ses confidences. Elle avait sa vieille mère dont elle prenait soin comme elle prenait soin des patients. Et finalement, que cette soignante, elle était un peu à l'écoute de tout le monde. Voilà, c'est comme ça que se termine le chapitre 1 de ce livre. On va résumer le chapitre 2 de Un secret de Philippe Grimbert. Donc le narrateur raconte la vie de ses parents jusqu'à sa naissance comme il se l'est imaginé. Il précise dès le début du chapitre que c'est un enfant qui a beaucoup d'imagination et qu'il a passé beaucoup de temps à y réfléchir pour essayer de supposer comment ses parents ont vécu, se sont rencontrés, se sont aimés et comment il est né. Il commence par parler de son père, qui est le cadet de 3 petits garçons, dans une famille où il n'y a pas beaucoup d'argent et il ne peut pas faire de grandes études. Mais son père a comme souci de briller, alors que ses frères acceptent la vie comme elle est. Lui, il va absolument être brillant. Il voudrait par exemple être un docteur ou un avocat pour pouvoir être appelé maître ou docteur. Et dès qu'il a quelques sous, il les utilise pour s'acheter une décapotable. C'est aussi un jeune homme qui aime séduire son père, du point de vue du petit garçon. Il était le préféré de sa maman et elle est morte quand lui était enfant. Donc lui, il aime avoir du succès et il trouve comme solution pour avoir du succès de se mettre au sport parce que là-dedans, il peut briller et du coup, il se met à fond dans le sport pour développer à la fois sa musculation et son succès. Ensuite, il décrit comment il imagine Tania, donc sa maman. Elle vit seule avec sa propre mère qui s'appelle Marthe. Elle vient de Lituanie, mais elle ne sait même pas situer la Lituanie sur une carte. Pour info, c'est au nord de l'Europe, sur l'extrême ouest de la Russie. C'est un de ces 3 petits pays, Estonie, Lettonie, Lituanie. Donc sa maman vient de là-bas et elle élève seule sa fille parce que son père est parti du jour au lendemain. Donc la petite Tania, elle avait un papa qui n'était pas très gentil avec elle quand il la faisait travailler le violon. Lui-même, c'était un homme qui n'avait pas beaucoup de succès. Il accompagnait des chanteurs sans gloire dans les cabarets et il a voulu initier sa fille au violon. Mais elle était très nulle et son père répondait violemment à la nullité de sa fille au violon. Et il est parti du jour au lendemain. Et la petite Tania, elle en garde une cicatrice, elle est persuadée de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez de valeur. Elle est très jolie et tout le monde trouve qu'elle est très jolie, mais c'est pas une fille brillante. Elle n'est pas non plus brillante à l'école et elle en garde beaucoup de complexes. Sauf dans une matière, elle est forte en sport. Et du coup, elle se rend, elle aussi, dans le même stade de sport que là où se rendait donc Maxime, et c'est là-bas qu'ils se seraient rencontrés. Toujours d'après le narrateur, son père aurait été un homme avec beaucoup de succès auprès des filles, mais qui se lassait toujours de ses nouvelles conquêtes. Mais avec Tania, il ne se serait pas lassé parce qu'elle serait parfaite. Et pour l'auteur, la perfection, elle passe par le corps. Il décrit tout le temps les apparences physiques et la forme des corps et l'anatomie. Et elle serait parfaite sur tous les points de vue. Comme en morceaux détachés de la tête aux pieds, elle serait parfaite de partout et du coup, il ne s'en serait pas lassé. Donc ils achètent un petit magasin de bonneterie, ils s'installent dans l'appartement au-dessus de leur magasin et ils entendent parler de la guerre parce qu'on se rapproche du début de la Seconde Guerre mondiale et tout le monde parle de cette guerre qui s'approche. En même temps, ils sont persuadés d'être protégés derrière la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'était à cette époque-là le long de la frontière France-Allemagne, une protection qui était censée nous mettre à l'abri de l'invasion des Allemands. Dans la grande histoire, ce qui se sera passé, c'est que finalement les Allemands vont contourner la ligne Maginot en passant par des terrains escarpés, là où on imaginait qu'il était impossible de passer, et ils vont quand même envahir la France. Donc ce jeune couple n'a pas été protégé par la ligne Maginot, et la France a été envahie.
Eux n'ont pas très mal vécu la guerre parce que finalement ils ont eu de la chance. Ils ont été protégés par un colonel et sa fille qui était vieille fille, c'était une demoiselle âgée, dans un petit village qui s'appelle Saint-Gaultier. C'est l'occasion au passage de rendre hommage à toutes les personnes qui, pendant ces temps de guerre, ont protégé des gens qui étaient menacés. Et donc là-bas, ils n'ont pas si mal vécu que ça parce qu'ils étaient à l'abri des Allemands et de la guerre. Ils ont simplement dû faire des petites tâches pour permettre de subvenir à leurs besoins, mais ils étaient nourris par le colonel et ils mangeaient très bien. Ils étaient loin des privations que vivaient les populations dans Paris et de la peur des villes qui étaient bombardées. Eux, dans leur petite campagne, ils avaient de quoi manger et leur sécurité n'était pas menacée. Donc le narrateur aurait bien aimé naître là-bas, mais Tania voulait absolument un enfant, alors que Maxime, lui, voulait garder Tania que pour lui. Il ne souhaitait pas avoir d'enfant parce qu'il souhaitait avoir sa femme exclusivement pour lui. Il avait peur qu'un enfant gâche un peu l'ambiance. Sympa le père. Ensuite, donc la guerre se termine, il rentre à Paris et Tania redemande encore pour avoir un enfant. Quand ils arrivent à Paris, ils sont un peu déçus parce que les commerçants qui sont restés sur place se sont beaucoup enrichis. Il y avait peu de marchandises, donc elles se vendaient à prix d'or et les gens ont gagné beaucoup d'argent. Eux n'ont rien perdu grâce à Louise. On se rappelle de Louise, c'est la vieille dame qui partage le rez-de-chaussée avec eux, avec leur magasin, qui est infirmière ou en tout cas soignante. Elle a pris soin de leurs affaires comme si c'était les siennes et rien n'a été pillé ou abîmé. Mais cependant, par rapport aux autres, ils n'ont pas fait fortune alors que les autres ont fait fortune. Mais la vie reprend son cours et petit à petit, ils commencent à vivre correctement et ils décident enfin d'avoir un enfant. On ne sait pas vraiment si c'est décidé du point de vue du père, parce que le père, Maxime, dira que l'enfant lui a échappé. En tout cas, il est né, il est là, et à la naissance, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Un bébé tout chétif et tout malade. Ça, c'est le narrateur qui parle de lui-même. On peut quand même supposer que les parents n'ont pas forcément pensé ça quand le bébé est né. Mais en tout cas, lui, il est persuadé d'être une grosse déception pour son père. Et même si son père a fini par prendre soin de lui et par l'aimer malgré sa fragilité, il dit que encore plus tard, il a ressenti dans le regard de son père le souvenir de cette déception. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre 2. On va résumer le chapitre 3 du livre Un secret de Philippe Grimbert. Avant de résumer le chapitre, je voudrais un petit peu le resituer dans le temps, parce qu'on a l'impression que la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a très longtemps. Donc ce monsieur qui écrit, il doit avoir à peu près 70 ans. Il est né en 48, après la Seconde Guerre mondiale. Alors chacun peut identifier quelqu'un dans son entourage qui a à peu près 70 ans. Moi, par exemple, c'est l'âge de mes parents. Et ce monsieur, il raconte comment il a découvert l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et comment elle l'a touché personnellement. Et moi, ce qui me frappe, c'est de me dire que déjà, je ne suis pas si jeune que ça, et pour moi, la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de très vieux qui appartient au passé, alors qu'en réalité, c'était vraiment hier, parce que ce monsieur, on pourrait le croiser dans la rue chaque jour. Quelqu'un de 70 ans, c'est pas non plus quelqu'un qui est né au temps des dinosaures ou des Gaulois. Donc ce monsieur, il nous raconte ce livre, je suppose, qui est autobiographique. Je ne sais pas, il faudrait rechercher si c'est autobiographique, ça vaudrait le coup de le savoir. Si quelqu'un le sait, il peut me le dire en commentaire. En tout cas, point de vue date, ce serait possible. Allez, on attaque le résumé. Donc, il raconte que c'est un enfant qui aime l'école. Il n'est pas fort en sport parce qu'il s'imagine avoir un frère très fort en sport, un frère très fort en tout. Mais l'école, par contre, ça, c'est son domaine à lui. Et il aime tout dans l'école. Il aime l'odeur du cuir, il aime l'odeur des livres, il aime même l'odeur de la colle. Il aime l'école, il adore ça. Il nous parle un petit peu de sa famille. Alors, je vais essayer de les citer. Il y a Joseph, son grand-père paternel, qui vient régulièrement et qui lui apporte des petites friandises. Il y a Georges et Esther, son oncle et sa tante, avec c'est un couple où Georges est quelqu'un qui reste prostré dans le silence, qui a beaucoup souffert et qui pense que la vie ne vaut plus le coup d'être vécue, alors que Esther, elle a quelque chose d'un peu d'une star, d'une cantatrice, elle aime parler, elle aime se maquiller, elle est très vivante. Il y a aussi Élise et Marcel, qui sont aussi son oncle et sa tante et qui vendent des matériaux de travail. Mais dans toute sa famille, ils sont surtout à trois, lui, son père et sa mère, à part le dimanche quand ils ont des sorties en famille. Mais de toute sa famille, sa personne préférée, c'est Louise. Bien que Louise, en réalité, n'est pas vraiment de sa famille. C'est l'infirmière, on se rappelle dans le chapitre précédent, qui partage le rez-de-chaussée dans l'immeuble et qui fait des soins dans son cabinet au rez-de-chaussée.
Ensuite, un soir à la maison, il y a un film quand il est enfant, donc on peut situer son enfance dans les années 60 peut-être, qui parle des camps de concentration et qui, avec des figurants, raconte comment se passait la guerre. Et son père ne supporte pas ça et il part dans la pièce qui lui sert de gymnase. Et sa mère reste seule mais bouleversée pour regarder le film. Et donc à l'école, il reste toujours un bon élève et puis on s'apprête à fêter la victoire de 45. Et on passe un film aux enfants dans l'école. Et ce film n'est pas un film de figurants, c'est un documentaire où il montre vraiment ce qu'a été la guerre, avec par exemple l'état de chaussures qu'on enlevait aux prisonniers, avec aussi des membres empilés, des cadavres. Et effectivement, c'est absolument horrible. Il a 15 ans. Je suis même pas sûre que ce soit une bonne idée de montrer ça à des jeunes ados de 15 ans. Et entre autres, dans les choses qu'il voit, il y a une femme qui est traînée, donc nue, et qui va être jetée dans un crématorium, je suppose. Et donc, il traîne cette femme comme ça par un pied, et il est assis à côté d'un garçon sportif qui a les cheveux en brosse. Et le garçon fait une blague, parce qu'alors cette dame-là se retrouve évidemment complètement toute nue, avec son corps exposé au public. Et lui, il s'en moque, et il prend un accent allemand pour dire sale juif. Et lui, il est gêné et il est content qu'on l'inclue à la plaisanterie. Alors il rigole même encore plus que les autres parce que il a envie de se sentir inclus et d'avoir un ami. Et puis d'un coup, ça lui paraît horrible de voir cette femme qui est traitée comme ça et les autres qui s'en moquent et qui se moquent même encore de son corps après la mort. Ça lui paraît vraiment indigne. Alors il se met à frapper l'autre enfant qui lui est sportif alors que lui ne l'est pas du tout. Et ils se battent vraiment violemment. Il y en a un qui a l'arcade ouverte, l'autre qui a le nez cassé. Enfin bon, les deux enfants se battent vraiment très violemment. Et ça, c'est un élément déclencheur. Alors, c'est pas pour inciter les gens à se battre, et pas du tout, mais en même temps, ça l'a fait grandir d'un coup, parce qu'il a voulu préserver la dignité de cette femme qu'il ne connaissait pas, qui lui était étrangère et qui en plus était morte. Et en même temps, il a senti qu'il y avait quelque chose qui le concernait, même si on lui a jamais dit qu'il était juif à cet enfant-là. Il est arrivé jusque 15 ans sans qu'on lui en parle jamais. Et ça va faire bouger les choses autour de lui, parce que lui, il est noyé dans un secret dont il ne sait rien. Pourtant, il sait qu'il va mal, parce que toutes les nuits, il fait des cauchemars, il pleure, et il s'imagine avoir un grand frère qui le bat et qui a le dessus sur lui, toujours, un grand frère glorieux. Donc le lendemain, il va voir Louise. À ses parents, il dit simplement qu'il s'est battu dans la cour, et il dit qu'il s'est battu parce qu'on lui avait volé son stylo. Et son père est surpris, il est presque fier de lui qu'il se soit battu. Alors encore une fois, c'est pas pour pousser les gens à se battre, mais des fois, ça a quand même un impact. Sachant que l'option numéro 1, évidemment, reste le dialogue, qui est de loin la meilleure option. En tout cas, lui, il n'a pas réussi à faire bouger les choses par les mots et par les gestes, il a fait bouger la situation. Parce que, donc, il a menti à ses parents, mais il n'a pas menti à Louise. Il a quand même enlevé un passage. Il n'a pas dit qu'il avait ri lui aussi et que lui aussi s'était moqué de la femme avant de réaliser que c'était une erreur. Et en même temps, c'est quand même très intéressant. D'abord, il n'y a pas de... Éprouver de la honte et devoir cacher des choses, c'est déjà la preuve qu'il a réalisé que ce n'était pas forcément une bonne chose. Et ensuite, ça vient aussi un peu brouiller les frontières. Il n'y a pas des gentils et des méchants. L'enfant sportif avec ses cheveux en brosse, il a répété des propos racistes qu'il avait entendus, mais bon, ça reste un enfant. Il a été peut-être élevé avec ces propos-là, et il faut de la force des fois pour se prendre de la distance par rapport à des choses qu'on a entendues. Et on pourrait arriver aujourd'hui aussi à entendre des gens dire sale juif, et on peut, plutôt que de leur casser la figure, imaginer que ça fait partie de leur histoire et essayer de construire les choses différemment pour faire comprendre. En tout cas, lui-même, il a ri et lui-même s'est moqué de cette femme-là, et ça, il choisit de le cacher. Et choisir de le cacher, c'est aussi une façon d'intérioriser une forme de culpabilité et de se rendre compte que c'était pas bien. En tout cas, on continue. Donc, il explique tout ça à Louise, à part le fait qu'il s'est moqué lui aussi. Et Louise, ça ouvre des portes pour elle. Et il l'appelle son amie Louise. Pourtant, elle est vieille et lui, il est petit, il est jeune, il a 15 ans. Il l'appelle son amie et c'est elle qui va lui raconter toute la vérité. Donc là, on va essayer de prendre note un petit peu des noms parce qu'il faut s'y retrouver dans le récit et il va y avoir de plus en plus de personnages. C'est très émouvant, hein. Franchement, même en le lisant, j'étais émue parce que je trouve que c'est quand même un texte qui aborde des questions très sensibles. Donc, elle lui dit que en fait, Maxime et Tania ont été mariés avant la guerre. Maxime, il était marié avec une femme qui s'appelait Anna et il avait un petit garçon qui s'appelait Simon. Et Tania était mariée aussi. Je ne pense pas qu'on dise le nom de son mari ou alors je l'ai oublié.
En tout cas, il y a deux prénoms qu'il faut retenir, c'est Anna et Simon. Simon, c'est le grand frère. C'est l'enfant qui est né avant le narrateur et c'est le grand frère dont il rêve chaque nuit, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus beau et qui a toutes les qualités. Donc comment est-ce que le narrateur reçoit ça? Donc il commence déjà par ne pas interrompre Louise parce qu'il a peur qu'elle s'arrête et qu'elle pense qu'il n'est pas capable d'entendre la vérité, alors du coup qu'elle ne lui dise pas. Donc il est comme un funambule sur un fil et il regarde loin devant lui pour surtout ne pas craquer, ne pas se mettre à pleurer, ne pas faire une crise de quelque forme que ce soit pour que Louise continue le récit. Et il découvre ce grand frère qui était l'enfant parfait, qui a été aimé. Et du coup, il cite tous les gens de sa famille, Marcel, enfin tous les gens de sa famille, son grand-père, ses oncles et tantes, ils ont tous connu ce petit bébé et ils l'ont tous aimé avant qu'il meure. Et en fait, Tania et Maxime, les parents du narrateur, ils étaient beaux-frères et belles-sœurs avant que la guerre ne décime leur famille. Et ils se sont mariés et lui est né. Et lui, il en ressent une terrible jalousie parce qu'il pense à ce grand frère qui était aimé de tous et Louise le décrit comme ayant toutes les qualités. Et là, il va naître en lui un sentiment que lui va juger comme étant un sentiment horrible. Il va être jaloux de ce petit garçon qui est mort pendant la guerre. Et ce petit garçon, il va même dire à la fin du chapitre qu'il aurait voulu le livrer aux flammes. Et évidemment, c'est horrible parce que il est fort probable que le petit garçon ait précisément été livré aux flammes. Mais en même temps, lui, il ressent cette haine. Et il éprouve énormément de gratitude envers Louise parce que c'est elle qui lui a permis de ne pas passer sa vie entière dans le secret et de ne pas souffrir une vie entière sans savoir de quoi il souffrait. Après, je viens juste d'aller parcourir très rapidement la biographie de l'auteur Philippe Grimbert. Et donc, je ne sais toujours pas si elle est autobiographique, je chercherai plus intensément pour la lecture du prochain chapitre. Mais en tout cas, lui, il a été psychanalyste et en plus lacanien. Et c'est des psychologues qui sont beaucoup dans l'abstrait. Et effectivement, là, le coup de toutes ces nuits à pleurer, il ne sait pas pourquoi il pleure et à la fin, il imagine ce grand frère qui le bat et qui est plus fort que lui. Et son rapport très étrange au corps, c'est là où je me dis, je ne sais pas si la lecture est vraiment adaptée à un public de 15 ans, mais bon, peu importe. Ce rapport aussi très étrange au corps qu'a ce petit garçon, d'un point de vue lacanien, c'est vraiment l'inconscient qui parle. C'est vraiment, vraiment, déjà, tout ce qui est psychanalyse est basé sur l'inconscient, mais Lacan, c'est dans des choses complètement abstraites et presque absurdes. Alors, je ne sais pas si c'est pas un peu compliqué d'aborder Lacan, moi-même, je ne suis pas une experte en Lacan, mais en tout cas, ça m'a fait sourire de voir que c'est quelqu'un qui était un psychologue d'obédience, je ne sais pas si on peut dire ça, lacanienne. En tout cas, lui, il rêvait la nuit d'un grand frère qui le tabassait. Toutes les nuits, il pleurait et il rêvait de ce frère plus fort que lui. Et là, il vient de découvrir qu'il a vraiment eu un grand frère qui a existé. C'est quand même un livre qui est au carrefour entre le roman et l'essai psychologique. Parce que la psychologie, c'est l'idée de mettre des mots pour soigner des maladies de l'âme un petit peu. Et justement, là, c'est de savoir d'où viendrait cette peine pour pouvoir peut-être la calmer ou en tout cas en comprendre l'origine et pouvoir peut-être même carrément s'en débarrasser. Voilà, on va arrêter ce résumé et on lira un chapitre une prochaine fois. Résumé de la première partie du chapitre 4 de Un secret. Donc le narrateur va recommencer le récit de la rencontre de ses parents. Il réécrit la même histoire, mais avec des éléments différents. Donc cette fois, il précise encore que c'est lui qui a inventé cette histoire en se basant quand même sur les informations données par Louise. On se rappelle que Louise, c'est la vieille dame qui a un magasin de soins infirmiers à côté du magasin de bonnetterie de ses parents. Donc, il raconte que Maxime était marié avec Anna, que Anna était très belle, mais en même temps très fragile et très fine. Il nous présente Maxime comme étant pas du tout fan des cérémonies religieuses et tentant de prendre de la distance par rapport à ses origines juives. C'est-à-dire qu'il ne veut pas pratiquer la religion et il ne veut pas non plus faire trop d'activités qui tournent autour de la religion, même si c'est des choses plus culturelles, comme par exemple les mariages. Mais quand même, par respect pour sa belle famille, il accepte de faire un mariage religieux. Donc le narrateur nous raconte ce mariage et il raconte un genre de coup de foudre entre Maxime et Tania. Donc Tania, elle arrive avec son mari
qui s'appelle Robert. Ils viennent de Lyon tous les deux et c'est la première fois que Maxime la voit. Il la trouve très belle. Maxime, il lui invente à son père un passé de séducteur. Et en tant que séducteur, c'est difficile pour lui de renoncer au désir de séduire une belle femme. Mais il se tient quand même globalement à sa ligne de nouveau époux qui s'apprête à fonder une famille. Seulement, il essaye quand même d'accrocher le regard de Tania et plusieurs fois, il la regarde intensément pour essayer de lui signifier qu'il l'a remarqué. La journée se termine, Robert et Tania partent à Lyon et Maxime et Anna, le jeune couple, se retirent pour leur vie conjugale. Anna attend un bébé, il invente tout un tas de choses, par exemple, il invente le dimanche qu'ils vont quand même au stade pour faire du sport et que, d'après lui, Anna, elle aurait bien été une bonne joueuse de tennis, mais quand même pas trop fan de sport trop intense, qu'elle aurait préféré s'installer dans la pelouse pour faire du tricot, par exemple. C'est comme ça que lui invente cette Anna, qui était la mère du premier petit garçon, Simon de son père, que lui n'a jamais connu, uniquement en reconstituant cette image à partir du récit de Louise et de son imaginaire. Et la guerre arrive. Et c'est toujours très intéressant d'entendre parler des contemporains, de comment la guerre est arrivée. Lui, c'est pas vraiment un contemporain, le narrateur, parce qu'il est né 1 an ou 2 après la guerre. Mais en tout cas, il nous raconte quand même ce que lui en a entendu quand il avait 15 ans. Et ce qu'on peut noter comme élément au sujet de la guerre, c'est d'abord l'incrédulité. Les gens ne s'imaginent pas que ça puisse toucher la France. Ils partent du principe qu'on n'est pas un pays comme ces pays de l'Est qui sont pleins de guerres. Nous, on est un pays qui n'acceptera pas d'entrer dans un système de guerre. Et là, il raconte comment petit à petit les choses sont arrivées. À un moment, il parle de Simon et il dit c'est un enfant qui n'atteindra pas l'âge de 8 ans. Et aussi, il dit c'est un petit garçon qui se promène sur les trottoirs de Paris avec sa maman et que les passants saluent en souriant parce que c'est mignon, un petit garçon. Et ces mêmes adultes qui étaient censés être bienveillants, les adultes sont quand même censés protéger les enfants, plus tard seront ceux qui feront arrêter et feront envoyer ce petit garçon à la mort. Et même si on se dit que c'est une histoire qui a presque 100 ans, c'est quand même incroyable de se dire que sur les trottoirs parisiens, il y a marché des enfants qui ont été arrêtés et qui ont été enfermés dans des camps où ils sont morts. Et en même temps, même si je m'éloigne un petit peu du résumé, il existe encore aujourd'hui des camps dans plein d'endroits dans le monde. Il y a des camps d'abord de réfugiés, de déplacés dus à la guerre, et il y a même des camps en Europe dans lesquels sont enfermés les gens qui ont fui la guerre. Donc il ne faut pas non plus complètement diaboliser le passé, même s'il était horrible, et idéaliser le présent, parce que ce n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui des enfants qui sont emprisonnés, qui n'ont pas le droit de sortir de camps de réfugiés. Il y a des camps immenses au Soudan et il y a également aussi des camps tout à la périphérie de l'Europe. Enfin, surtout à la périphérie sud, quand même. Je me permets juste, sans faire de militantiste, d'attirer l'attention sur ce point parce que je trouve qu'il est grave. Et quand on dit que pendant la guerre, c'est hallucinant que les gens n'aient pas réalisé qu'il y avait des camps, s'ils ne soient pas opposés, ne soient pas allés se présenter aux grilles pour ouvrir les portes. Nous, on sait qu'il y a des camps de réfugiés sur notre territoire, ou en tout cas pas loin, et on ne va pas non plus se jeter sur les portes pour les ouvrir. Il y a des enfants qui sont enfermés en Europe. Il nous raconte aussi à un moment que Joseph, donc c'est le père de Maxime, lui, il a fui la Roumanie parce que justement en Roumanie, il y avait déjà des persécutions de juifs. Donc lui, quand il est arrivé ici, il a toujours gardé son inquiétude et Joseph est très inquiet de la situation, il est inquiet avant les autres parce que lui, il a déjà connu ça. Et il raconte par exemple qu'il y a un employé du magasin qui s'appelle Timo. Et Timo, on lui a demandé d'aller se présenter à la préfecture ou à la police, je ne sais plus, et il y a été accompagné de Gaston, un manutentionnaire. Mais Gaston est revenu seul, parce qu'une fois qu'il a été se présenter, eh ben, il a été tout de suite arrêté et ils l'ont emmené. Alors, Joseph trouve que c'est très grave et Maxime dit non, c'est pas grave. On l'a juste arrêté parce qu'il était hongrois ou yougoslave, parce qu'il venait d'un pays de l'Est et parce qu'il n'était pas en ordre de papier. C'est pas parce qu'il était juif qu'on l'avait arrêté. Mais déjà, c'est un des premiers signes précurseurs et Joseph y est témoin. Et quand on commence à arrêter 1, 2, 3, de plus en plus de personnes, c'est la machine qui se met en route. Maxime, lui, il pense que c'est pas si grave que ça, parce que c'est des gens soit qui ont des problèmes administratifs, soit des personnes qui sont des juifs orthodoxes. Orthodoxes, ça veut dire qu'ils pratiquent la religion de façon très stricte et qui, de toute façon, ne sont pas vraiment intégrés dans la vie parisienne. Donc c'est pour ça qu'on les expulse. Il pense qu'on les expulse, mais peut-être qu'on commence déjà à les enfermer.
Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'endroit où on pouvait expulser ces personnes-là, parce qu'elles-mêmes n'avaient pas forcément de pays. Les pays dont ils venaient de l'Europe de l'Est étaient eux-mêmes en guerre, on ne pouvait pas les renvoyer dans ces pays en guerre, et même s'ils y retournaient, ils auraient été enfermés sur place. Alors là, il y a un débat qui se met en place, parce que par exemple, Maxime, lui, il refuse d'aller au commissariat pour déclarer qu'il est juif. Et il y en a d'autres dans sa famille qui acceptent de le faire. Esther et Georges le font, Élise et Marcel ne le font pas. Esther et Georges, c'est la dame Esther qui est un petit peu comme une chanteuse qui aime bien rire et qui aime faire la conversation. Et Élise et Marcel, c'est un autre couple de leur famille aussi. Donc ensuite, il se passe un événement. Robert, donc Robert, c'est le mari de Tania, il est mobilisé sur le front de l'Est, donc il est envoyé à la guerre. Tania se retrouve seule à Lyon, mais elle n'arrive plus à alimenter sa boutique. Je ne sais plus ce qu'ils vendent, certainement des vêtements aussi. Elle n'arrive plus à alimenter sa boutique, elle fait tout ce qu'elle peut pour la tenir à flot, et puis au bout d'un moment, ça va plus, elle est en faillite. Donc elle retourne à Paris et elle va s'installer chez ses parents. Comme elle se sent isolée et qu'elle n'a plus personne, elle se rapproche de sa belle famille et elle les rejoint aussi au stade. Et là, c'est dans la tête du petit garçon, c'est imaginaire bien évidemment, et parce qu'il a déjà imaginé des choses dont on a vu par la suite qu'elles n'étaient pas réelles, mais dans l'imaginaire du narrateur, c'est la rencontre, enfin la deuxième rencontre qui sera décisive entre Tania et Maxime. Donc Maxime aime le sport, il aime les beaux corps. C'est l'auteur tout au long du texte nous parle beaucoup des corps des personnages. Et il voit cette belle femme qui s'élance du haut du plongeoir avec son corps athlétique dans son grand maillot de bain. D'ailleurs, c'est certainement l'illustration de la première page de la photo. On voit au passage les maillots de bain d'époque. Donc elle s'élance dans son corps parfait, elle fait un plongeon magnifique. Et là, Anna voit dans le regard de son mari que éventuellement il aime quelqu'un d'autre. Et elle en est très triste. Esther, c'est la plus drôle de la famille. Tania est la plus belle et Anna, avec sa fragilité, n'est plus en concurrence avec les autres, elle a perdu. Alors, elle est triste, mais elle se réfugie auprès de son petit garçon, elle joue avec lui, elle l'embrasse. Et c'est là que j'ai arrêté la lecture du chapitre 3, avec Anna qui se met un petit peu à l'écart avec son petit garçon. Tout ça, c'est basé sur le récit de Louise et sur l'imaginaire du narrateur. On peut imaginer aussi que le narrateur, il a des sentiments ambivalents envers son frère. On l'a déjà vu quand il dit par exemple « j'aurais souhaité qu'il brûle ». Et en même temps, quand il raconte la rencontre de son père et sa mère, il met sa mère tout à fait au-dessus de la maman du petit Simon. Après, on peut imaginer que c'est une forme aussi pour lui de rivalité, parce qu'il imagine Simon comme ayant été un petit garçon super fort, très athlétique, très sportif, très beau. C'était pas forcément la réalité, parce qu'un petit garçon qui est mort, on ne peut que l'idéaliser, on peut se souvenir que des belles choses le concernant, mais lui, en tout cas, en tant que petit enfant, non pas qui survit, parce qu'il n'était pas né à l'époque du drame, mais qui naît après, comme étant celui qui est un petit peu le chanceux, et bien lui, il est réel, et dans la réalité, il y a des défauts, alors que dans le souvenir, on sublime le souvenir, et on imagine un petit garçon parfait, ce qu'il n'était pas forcément, et en tout cas, lui, il souffre de l'image de ce petit garçon parfait, et dans sa reconstitution, il met sa maman comme étant la plus belle, celle qui, même si elle n'était pas la première épouse, était en tout cas la plus aimée. Et on va reprendre la lecture du reste du chapitre. On va résumer la deuxième partie du chapitre 4, Un secret de Philippe Grimbert. Donc on a vu que dans Paris, et certainement dans le reste de la France aussi, les restrictions pour les Juifs se sont fortement durcies. Et entre autres, parmi ces restrictions, il y a l'obligation de porter l'étoile jaune, c'est-à-dire de coudre sur ces vêtements en évidence une étoile en tissu pour désigner qu'on est une personne juive. Et là, la famille se déchire un peu parce qu'ils n'ont pas tous le même point de vue sur la question. Maxime, par exemple, lui, il n'est pas très religieux, même pas du tout. Il n'est pas non plus très communautariste. Il n'aime pas vivre entre soi, il n'aime pas vivre qu'entouré de juifs et il ne veut pas se définir comme ça. Donc lui, il refuse de porter l'étoile parce qu'il dit que lui, ses costumes sont hors de prix et il n'est pas question qu'il salisse ses costumes avec cet insigne. Alors il y en a dans la famille qui le prennent mal, comme par exemple son père Joseph, qui a fui les persécutions en Roumanie, qui lui reproche un petit peu de mettre à distance sa communauté et de ne pas être plus solidaire que ça avec ses coreligionnaires.
Georges et Esther, eux, ils font un autre choix. Ils choisissent de mettre, de coudre l'étoile jaune sur leurs vêtements parce que eux, ils considèrent qu'ils en sont fiers et que être juif n'est pas une honte et ils trouvent que ce serait pas juste de devoir s'en cacher. Donc eux, ils acceptent de la mettre parce qu'ils considèrent qu'ils sont fiers de leur origine. Louise, elle, par exemple, elle a cousu l'étoile parce qu'elle s'est sentie obligée de le faire, parce qu'elle a eu peur de résister, parce qu'évidemment, si quelqu'un se soustrait à la loi, il peut se faire arrêter. Donc elle a eu peur de ne pas la porter, mais elle la porte à contre-cœur et ça lui pèse. Donc on voit un peu 3 points de vue différents sur l'obligation de se distinguer par rapport au reste de la population. Joseph, donc le père de Maxime, il est aussi fâché pour une autre raison. Il dit que Maxime, en choisissant de ne pas coudre l'étoile sur ses vêtements à lui, il fait prendre un risque à Anna et à Simon. Parce que si on trouve que sa femme et son fils, donc qui sont effectivement juifs, ne portent pas l'étoile, ils risquent d'être arrêtés. Donc finalement, la décision de Maxime, elle ne concerne pas que lui, elle concerne aussi sa famille. Il y a Élise aussi, je ne me rappelle plus qui était Élise dans la famille. Elle, donc en fait, avec toutes ces privations, toutes ces difficultés, toutes ces humiliations, ils finissent par décider de rejoindre la France libre. Donc la France, elle était partagée en 2 moitiés. Le nord était occupé par l'Allemagne et le sud était resté libre. Il était resté libre, mais à condition que le gouvernement, quand même, obéisse aux lois allemandes. Et c'est ce qu'on a appelé le gouvernement de Vichy, qui était dirigé par le maréchal Pétain, qui, d'un côté, restait libre, mais soumis aux lois allemandes, et avec quand même, par exemple, ça a été beaucoup reproché, et on comprend pourquoi, le devoir de livrer les Juifs, et tout un tas d'autres mondes. Là, l'histoire porte sur les Juifs, mais il ne faut pas oublier qu'ils exécutaient aussi les personnes homosexuelles, ils enfermaient les personnes qui avaient des handicaps mentaux ou des problèmes psychiatriques. La communauté gitane aussi a été énormément décimée. Donc tous ces gens-là, tous ceux qui, d'après le gouvernement nazi, n'avaient pas le droit de vivre libre, étaient arrêtés. Donc pour l'instant, eux sont donc dans le nord, ils sont à Paris et choisissent de rejoindre la zone libre qui est relativement libre de l'autre côté de la ligne de démarcation, mais c'est interdit. Donc pour passer cette frontière qui est interdit de franchir, ils ont recours à des passeurs et ils prennent rendez-vous pour traverser cette frontière. Ce qui est décidé, c'est que les hommes partent en premier pour savoir où ils vont aller et comment ça va se passer. Et ensuite, ils feront venir les femmes et les enfants. Donc, Maxime part avec le mari d'Esther. Et on se rappelle que le frère d'Anna, lui, est à la guerre. Les personnes âgées, donc les parents de Joseph, le père de Maxime, et les parents de Anna, eux restent aussi ici du côté parisien en attendant d'avoir le feu vert pour venir. Ensuite, on revient un petit peu pendant un court chapitre sur le point de vue de Tania. Donc Tania, elle est rentrée chez sa mère qui s'appelle Martha, qui est couturière. Donc avec le peu d'argent qu'elle gagne en cousant des vêtements, elles ont quand même de quoi subvenir à leurs besoins. Tania, pendant ce temps-là, elle tombe de plus en plus amoureuse de Maxime, alors que son mari à elle est parti à la guerre. Son mari, il est parti et elle lui reproche un petit peu de toujours avoir obéi à ses parents. C'est un garçon qui écoute beaucoup ses parents et elle, comme elle supportait pas ça, elle est partie avec lui s'installer à Lyon où ils tiennent un autre magasin à la famille qui est à Lyon. Mais elle a mal vécu la vie en province et elle reproche un petit peu à son mari de ne pas avoir beaucoup de caractère. Et du coup, et à côté, évidemment, Maxime, lui, qui tient tête à tout le monde, qui a ses idées, qui est très fort, et ben, il lui apparaît comme un petit peu l'homme idéal et elle tombe amoureuse de Maxime. Donc, Tania, elle part à Lyon pour vendre le magasin parce que personne n'a le courage de faire le voyage, les parents sont trop vieux, son mari est à la guerre. Donc, elle part à Lyon pour régler les affaires, vendre le magasin et essayer d'en retirer quelques sous. Anna reste avec Esther et Louise à Paris. Les parents restent chacun chez eux et les hommes sont partis à Saint-Gaultier, donc c'est un petit village en zone libre. À ce moment-là, il se produit un drame. Il y a donc des rafles, les policiers arrivent et ramassent les gens qui sont juifs et on ne sait pas pourquoi ils en ramassent certains et pas d'autres. Mais en tout cas, ils rentrent chez les parents de Anna et ils les emmènent. Donc évidemment, Anna est effondrée parce que ses parents, elle y tient comme tout le monde, et ils ont été arrêtés et elle ne sait pas où ils ont été emmenés. Donc elle se retrouve toute seule et le narrateur, on rappelle que le narrateur c'est le deuxième petit garçon qu'ont eu Maxime et Tania. Il raconte de son point de vue que Anna, la pauvre Anna, s'est retrouvée sans ses parents, toute seule à Paris avec Esther et Louise.
Donc du coup, elle a reporté tous ses espoirs et tous ses rêves de sécurité sur Maxime, qui lui était parti en zone libre et qu'elle devait rejoindre. Et ensuite, elle reçoit une lettre dans laquelle ils disent « C'est bon, tout est en ordre, vous pouvez nous rejoindre ». Et dans sa lettre, il dit aussi « Ah, et j'ai une bonne nouvelle, il y a Tania qui est arrivée et qui nous a rejoints ». Donc là, du point de vue du narrateur, il pense que c'est l'événement déclencheur qui fait que Anna a été complètement anéantie. Parce qu'elle s'imagine que Maxime est amoureux de Tania et elle aussi, et que du coup, ils se sont rejoints tous les deux là-bas et qu'elle a perdu son mari. Donc elle est complètement anéantie, elle ne veut pas faire le voyage pour partir, mais Louise et Esther la boostent, lui disent ça suffit, il faut absolument qu'on y aille, il faut passer de l'autre côté. Donc les trois femmes entreprennent le voyage avec le petit garçon Simon qui a 8 ans. Donc c'est très compliqué, ils doivent marcher dans la nuit, ils ne doivent pas se faire arrêter par la police. Ils ont un passeur qui les aide, qui fait des faux papiers pour lui. Évidemment, c'est un passeur qui se fait payer, hein, c'est pas un bénévole. C'est aussi quelqu'un qui prend des risques pour leur permettre de rejoindre une zone dans laquelle ils pourront vivre en sécurité. Donc le passeur prend les dames dans sa voiture, les dépose à un café à la frontière et leur dit qu'ils devront passer la frontière à pied pour rejoindre en pleine nuit l'autre côté. Et pendant qu'ils sont dans un café en train de régler les derniers préparatifs, il y a la police qui entre. Et là, Anna va faire un geste complètement fou, elle est désespérée. Elle est dans une autre table avec Simon. Simon est aux toilettes et Esther et Louise sont à une autre table. Et quand les policiers contrôlent les papiers, pour Esther et Louise, ça va. Et ensuite, quand il arrive à la table de Anna, elle sort ses faux papiers, donc avec des papiers où il est écrit qu'elle n'est pas juive. Donc ils sont à côté de la frontière, c'est pour ça qu'ils surveillent qu'il n'y a personne qui passe. Et elle sort aussi des papiers sur lesquels il y a écrit qu'elle est juive. Et là, du coup, ils l'embarquent. Le petit garçon sort des toilettes. Ils embarquent aussi le petit garçon qui avait laissé son nounours à Louise. Donc, c'est Louise qui garde le nounours. Et ils sont emmenés pour un camp de rétention. Ils ne savent pas encore ni où ni comment. Il y en a qui disent qu'on va les rediriger sur une autre terre où ils seront libres. Évidemment, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'ils vont aller dans des camps où ils vont être enfermés. Et souvent, ils vont mourir sur place. Donc cette partie, je l'ai arrêtée ici. Alors ça, c'est le point de vue du narrateur. On peut penser aussi que Anna, elle s'est fait arrêter parce que quand même, elle a ses parents qui ont été emportés sans savoir où. Peut-être qu'elle a envie aussi de les rejoindre et qu'elle s'imagine qu'elle pourra être avec eux. En tout cas, Louise et Esther ont le sentiment d'avoir failli à leur mission parce qu'elles devaient protéger le petit Simon et sa maman. Et du coup, elles vont arriver auprès des hommes en n'ayant plus Anna et Simon. Elles ont fait tout leur possible pour ramener Anna qui était complètement effondrée. Elle pleurait, elle regardait dans le vide, enfin elle perdait la raison d'avoir vu ses parents se faire arrêter. Et d'après le narrateur, de savoir que son mari aimait une autre femme. Elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour l'aider à passer la frontière, mais elle n'a pas supporté le voyage et elle s'est dénoncée elle-même aux Allemands qui l'ont emportée, elle et son petit garçon. On va reprendre la lecture de la dernière partie du chapitre. On va résumer la dernière partie du chapitre 4 de Un secret de Philippe Grimbert. Donc d'abord, il y a le récit de l'arrivée de Tania. Donc Tania, elle a quitté Lyon où elle a vendu le magasin et les biens de elle et son mari toute seule parce que ses beaux-parents étaient trop vieux pour l'accompagner et en plus ils se sont fait arrêter. Donc elle revient à Saint-Gaultier pour rejoindre ses deux beaux-frères qui sont Maxime et Georges. Georges, c'est le mari d'Esther. Donc eux à Saint-Gaultier, ils sont cachés de l'autre côté de la ligne de démarcation en zone libre et ils aident tous les deux un petit peu la maison du colonel, ils aident un petit peu chacun. Maxime il coupe du bois et Georges il pêche des poissons que Thérèse cuisine. Je vais rappeler qui est le personnage de Thérèse parce qu'on l'a plus vue depuis un moment. C'est la fille du colonel. C'est une dame qui a 50 ans, qui était institutrice, qui a l'air d'avoir renoncé à se marier, qui n'aime pas trop les hommes, mais quand même avec Maxime ça se passe bien, elle s'entend quand même bien avec lui. Et c'est une dame assez stricte qui surveille l'alimentation de son père, qui se consacre entièrement à la vie de son père, elle est dévouée pour lui. Et donc cette dame voit arriver Tania. C'est elle qui la voit en premier et elle reconnaît tout de suite Tania, elle devine tout de suite que c'est elle parce qu'elle la trouve très belle. Alors moi, il y a quelque chose que je trouve très mignon, c'est que le livre, il est raconté par Philippe Grimbert. Je suppose que c'est lui le narrateur de l'histoire et c'est lui le petit garçon dont il parle. Et dans tout le livre, il parle de sa maman en disant qu'elle est magnifique, que c'est la plus belle femme du monde. Je trouve ça
mignon de la part du narrateur, alors que pourtant il va explorer les secrets de famille, il va même rentrer dans la vie intime de ses parents, mais en tout cas il continue à nous décrire sa maman comme étant la plus belle femme du monde. Donc suite à son arrivée, tout se passe bien, ils font des sorties avec Georges et Maxime, ils visitent les bords de la Creuse, ils s'entendent bien, ils s'amusent. Il y a juste Thérèse qui prend mal les choses parce qu'elle est jalouse de l'arrivée de Tania, qui lui vole l'attention de Maxime. Et puis il y a quand même tous les absents, tous ceux qui sont restés à Paris, ou alors le mari de Tania qui est quand même parti à la guerre. Ensuite, dans le paragraphe suivant, il y a Esther et Louise qui arrivent. Alors elles viennent de vivre un drame parce que Anna s'est fait arrêter avec le petit Simon qui a 8 ans. Elles arrivent avec le sac de Anna et le sac de Simon. On pose les sacs dans un coin et personne n'ose déballer les sacs. Évidemment, c'est dramatique parce que ils savent pas exactement où sont emmenées les personnes qui sont arrêtées, mais ils se doutent que c'est pour aller dans des endroits où ils vont être pas bien. Ils pensent qu'il y a beaucoup de privation, de promiscuité. Ça veut dire qu'il leur manque beaucoup de choses matérielles et aussi qu'ils sont beaucoup les uns sur les autres, mais ils ne savent pas encore à ce moment du récit vraiment ce qui se passe dans ces camps. Ensuite, le narrateur va nous parler de la relation entre Maxime et Tania, qui sont ses parents. Donc, il dit qu'il imagine à cette période, c'est toujours un récit reconstitué à travers ce que lui a raconté Louise, hein. Donc, c'est ce que invente l'enfant, qui est devenu un adulte depuis, qu'il est devenu même un écrivain, mais c'est ce que raconte l'écrivain de ce qu'il pense, qu'a pensé l'enfant à partir du discours de l'ami de sa maman qui lui a raconté. Donc, lui, il suppose que c'est à ce moment-là où Maxime faisait mal son deuil. En plus, c'est très difficile de faire le deuil de quelqu'un qui est encore vivant. Donc, il savait qu'ils étaient vivants, mais il ne savait pas où ni comment. Il pense que c'est à ce moment-là que Maxime et Tania se sont rapprochés. Il y a tout un chapitre qui explique ça, que j'ai pas lu à voix haute, mais que vous pouvez retrouver dans le livre si vous avez envie de le lire. Et là, il y a le passage le plus important d'un point de vue psychologique. C'est la part la plus lourde psychologiquement du roman. Parce qu'en fait, le narrateur, il explique qu'il y avait ce petit garçon qui est mort dans des conditions atroces et il fallait que cet enfant-là meure pour que lui puisse vivre. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose de très difficile à porter après pour toute sa vie pour le petit garçon qui est né de cette histoire-là. Donc lui, je suppose qu'il s'appelle Philippe, vu que c'est le nom de l'auteur, il est né après le décès de Simon. Et il imagine dans ses rêves ce petit garçon qui avait envie de vivre, qui était séducteur, qui était drôle, qui avait beaucoup de caractère. Il l'imagine très fort et très beau. Et ce petit garçon-là, il a fallu qu'il meure pour que lui puisse vivre, parce que sinon, son père et sa mère ne se seraient pas rencontrés, ne se seraient pas mariés, et lui ne serait pas né. Il se serait peut-être même jamais autorisé à être amoureux l'un de l'autre, sachant que chacun d'eux était marié. Mais vu que c'était des conditions de guerre, qu'ils étaient tous les deux séparés de leur conjoint, et ça a duré des années, ils ont fini par se rapprocher. Et lui a pu naître grâce à ça. Et lui, la nuit, il rêve d'avoir un grand frère qui le bat, qui est plus fort que lui, et lui, il pleure toutes les nuits, ce petit garçon, parce que ce secret l'empêche de grandir. Et c'est vraiment le fonctionnement de toutes les thérapies psychologiques, c'est de se dire que quand on a une souffrance comme ça au fond de soi et qu'on ne sait pas d'où elle vient, ça peut être un secret de famille. Et là, effectivement, c'est tout le titre du livre et tout le sujet de ce livre, c'est ce secret de famille qui a écrasé ce petit garçon qui, toute son enfance, s'est senti mal pour quelque chose, s'est senti coupable parce qu'il avait pris la place d'un autre. Évidemment, maintenant c'est un adulte et j'espère qu'il a compris, surtout que c'est un monsieur qui a l'air intelligent et qui a beaucoup étudié la psychologie, que lui, il n'y est pour rien, c'est juste le fruit de son histoire. À la rigueur, ses parents peut-être pourraient culpabiliser, et encore, même eux, leurs conjoints étaient partis à la guerre, étaient enfermés, même eux vivaient des choses très dures. Et il y a Louise qui incarne la raison, parce que Louise, c'est l'amie de la famille qui a sa jambe abîmée, c'est elle qui raconte tout à Philippe, et c'est elle qui dit qu'elle est partagée entre la colère de les voir tous les deux qui tombent amoureux alors que quand même leurs conjoints vivent des choses horribles, et en même temps l'indulgence. Et l'indulgence, c'est vraiment ce qui va permettre à ce couple de ne pas sombrer, et c'est aussi ce qui va permettre de laisser une place à ce petit Philippe pour qu'il puisse grandir. Certes, ils n'avaient pas à abandonner leur conjoint, mais leur conjoint était loin, ils ne pouvaient rien faire, ils étaient impuissants, et il faut un peu d'indulgence pour permettre à la vie de passer au-dessus de toutes ces horreurs et de toutes ces tragédies.
Voilà, et dans le récit, il explore aussi ces questions-là. Il se dit par exemple comment Esther a pu réagir. Esther, c'est sa tante, donc c'était celle qui était chanteuse, c'était une très belle femme, une tragédienne, qui aime raconter, qui aime faire du spectacle. Et elle dit qu'elle imagine que sa tante, elle a dû s'en prendre violemment à Tania, elle l'a traité de tous les noms, d'aller oser partir avec un homme dont la femme est enfermée, dont l'enfant est peut-être mort. Elle a dit, elle a dû l'insulter, elles ont dû se battre peut-être, mais à la fin, il suppose, évidemment, il n'en sait rien, il n'y était pas, il suppose que Esther a fini par pardonner à sa mère et à comprendre. C'est quand même un livre qui est très émouvant parce qu'on comprend que l'enfant qui est né et qui est devenu un adulte, qui hérite de toute cette histoire, c'est très compliqué parce qu'en même temps il est victime et en même temps c'est parce que ses parents ont été victimes de perdre leur conjoint, de perdre leur enfant, que lui a pu naître. Donc finalement, il est né de la renaissance après cette déchirure. Et donc lui, il est l'opposé du deuil. Lui, il est la vie qui continue, ou alors peut-être le vrai sens du deuil, la vie qui continue malgré la mort. Ensuite, il raconte la fin de la guerre et les gens qui reviennent à Paris. Et là, eh ben, il commence à chercher, donc dans des endroits luxueux parfois, des indices, chercher où sont partis les gens. Il apprend par exemple que le mari de Tania, qui s'appelait Robert, si je ne me trompe pas, il est mort du typhus dans un camp. En fait, il était parti pour combattre le malheureux et il s'est fait enfermer. Il est mort dans un camp du typhus. Et il apprend aussi, évidemment, que Anna et Simon sont morts. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je ne sais même pas s'il apprend vraiment qu'ils sont morts. Mais en tout cas, il apprend qu'ils ont été emmenés dans un camp dans lequel tout le monde meurt. Donc, en toute logique, ils devaient être morts. Donc il rentre à Paris, Maxime et Tania. Maxime ne peut pas retourner dans l'appartement où il a vécu avec sa femme et son fils parce que c'est trop douloureux pour lui. Il s'installe au-dessus de son magasin. Il ne peut pas jeter les affaires de Anna et de Maxime, donc il les met et les jouets, etc. Donc il les met dans ce qu'ils appellent la pièce de service. Et les affaires sont entreposées là-bas, dont le petit chien. Et lui, c'est là qu'on voit l'inconscient qui prend le dessus. Déjà, il appelle le petit chien Sim, et il le traîne partout dans l'appartement. Alors, Sim, c'est le définitif de Simon. Et ensuite, il s'attache énormément à ce petit chien qui a été caché et qui était là quand on a emporté le petit Simon. Voilà, pour la fin de ce chapitre 4. Je vais lire tout de suite le chapitre 5 parce que je trouve que c'est un livre qui est vraiment passionnant et que j'ai envie de savoir la suite. On va résumer le chapitre 5 du livre Un secret de Philippe Grimbert. Donc ce chapitre se déroule beaucoup plus tard. D'ailleurs, les parents de Philippe ont vieilli. Son père a même à un moment été dans le métro et une jeune fille lui a cédé sa place. Alors lui qui aime être séducteur et qui en plus était un grand sportif, ça lui file un coup quand même de vieillir. Lui par contre, il a bien grandi. Il s'est développé, il avait donc un espèce de creux sous le plexus, il avait le torse creusé, donc ça s'est arrangé, ses épaules se sont élargies, il est devenu un grand jeune homme costaud finalement, le petit garçon chétif s'est un peu effacé. Il dit que symboliquement, d'être libéré du poids de ce secret, grâce à Louise qui lui a raconté tout ça, ça lui a permis de grandir, un peu de déployer ses épaules. Ensuite, il dit quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite. Il dit que sa mère allait avoir un accident cérébral et se retrouver paralysée. Donc elle va marcher en boitant sur une seule jambe. Elle aura même un morceau de mousse dans sa main pour éviter que les ongles s'enfoncent dans sa paume de main. Et pour l'instant, il dit « Mon père ne supportera plus ça et décidera d'y mettre fin ». On ne dit pas tout de suite quelle fin dans le résumé, mais on va le savoir plus tard dans le livre. Ensuite, il nous parle d'un chien qui s'appelle Echo. Et donc ce petit chien, il a l'air de faire le bonheur de la famille parce que le père joue énormément avec ce chien. Il aime chahuter avec, il le prend dans ses bras. Et son père, qui est quand même un homme assez fort et peu enclin aux élans de tendresse envers son fils, s'amuse beaucoup avec le chien. Philippe continue à grandir et il monte dans la chambre. Il a rendu le nounours à la chambre de service où sont tous les objets qui ont appartenu à Anna et Simon. Et en même temps, dans un album photo, il a vu plein de photos de Simon. Et il en a choisi une où il est face au soleil et il grimace un peu parce qu'il a le soleil dans les yeux et il se tient bien droit. On voit que c'est un petit garçon qui a beaucoup de caractère. Cette photo-là, il l'a volée, entre guillemets, parce que ça lui appartient, mais il l'a prise à ses parents et il l'a mis dans sa poche. Cette photo, elle va ressortir à la fin de l'épilogue. Il y a un autre nom qui est cité
que moi je ne connaissais pas, certainement que les gens qui connaissent mieux l'histoire de France que moi le connaissent, c'est Laval. Laval, c'est un homme politique qui apparemment a dû diriger la partie nord du pays et qui a choisi de faire déporter les enfants. Et il a dit qu'il fallait envoyer les enfants en camp parce qu'il ne fallait pas séparer les enfants de leur famille. Ça, c'est ce qu'il leur a donné comme excuse au moment du procès. Parce qu'il y aura un procès après la fin de la guerre et évidemment, les gens qui ont pris des décisions cruelles seront mis face à leurs responsabilités et on va leur demander des comptes. C'est très compliqué. Je sais par exemple qu'il y a eu le procès de Pétain qui a vraiment divisé la France. Donc Pétain, c'est celui qui avait la responsabilité de la partie sud de la France. Et quelles décisions ont pris ces hommes politiques? Et il y en a qui ont choisi de collaborer avec plus ou moins d'entrain. Il y en a qui ont essayé peut-être de, de faire de leur mieux et qui ont mal fait, et il y en a peut-être aussi qui ont pensé à leur intérêt, ou alors qui ont considéré que peut-être les enfants juifs ou les personnes qui étaient victimes du nazisme étaient moins importantes qu'eux, et que pour préserver leur groupe à eux, ils ont peut-être pas trop défendu les intérêts des autres, et ils ont laissé ces enfants-là se faire emporter. En tout cas, Laval, pour l'instant, ils en disent qu'un nom. Ils disent que lui, quand il s'est présenté au bac, il va piocher un papier et il est tombé sur le nom de Laval. Et je ne sais pas pourquoi, lui, il a pensé que son examinateur devait être un partisan de Laval. Et du coup, comme ça l'a bloqué, il n'a pas su en dire un mot et il est reparti sans son bac. Il a dû redoubler son année. Mais ça n'a pas été qu'une mauvaise chose, parce que l'année suivante, il a réussi avec brio son année de bac, et il s'est inscrit en fac, et là, il a découvert la psychanalyse qui est devenue son métier et sa passion qui l'a beaucoup aidé. Je crois que j'ai sauté le passage où Joseph meurt. Donc Joseph, c'est le père de Maxime. Il est mort un peu avant que Philippe ait 18 ans, et donc il a accompagné son père pour aller dans l'appartement où son père venait de décéder, donc son grand-père à lui et le père de son père. Et ils ont entrepris ensemble les démarches. Il a été quand même présent pour son père dans ce moment-là. Et surtout, au moment de l'enterrement, dans le carré juif, il a compris pourquoi son père souhaitait se faire incinérer. Parce qu'il a réalisé que Anna et Simon n'avaient pas de tombe. Comme beaucoup des personnes disparues pendant la guerre, ils ont été incinérés par les Allemands et ils n'ont aucune sépulture, ils sont enterrés nulle part. Et lui, il va être incinéré symboliquement. Ce sera de rejoindre peut-être sa femme et son fils qui sont décédés. On arrive à un passage très intéressant. La psychanalyse, c'est un domaine particulier, j'en connais un tout petit peu parce qu'il y a un peu de lien avec mon travail, c'est de mettre des mots, et c'est l'idée que les mots peuvent soigner, que les symboles peuvent soigner. Et alors là, c'est vraiment très psychanalytique comme passage, parce qu'il dit que le chien est mort. Bon, jusque-là, ce n'est qu'un chien. Mais son père est effondré. Son père est effondré parce qu'il est responsable de la mort du chien. Il laissait son chien jouer en liberté, il ne l'a pas attaché, et le chien, quand il a traversé l'avenue, il a traversé comme ça en faisant traverser le chien à la voie certainement, et le chien s'est fait écraser. Et le père est effondré parce qu'il est responsable de la mort du chien. Et Philippe Grimbert, qui commence ses études de psychanalyse, dit qu'il a commencé avec son premier patient qui a été son père. Déjà, ça c'est interdit entre guillemets, on ne peut pas utiliser son travail de psychanalyste auprès de sa famille, il paraît que ça ne marche pas. En tout cas, lui, il l'a fait. Et on va voir comment il a fait ça, en même temps ça nous fait une petite initiation à la psychanalyse. Il est parti voir son papa qui pleurait dans la chambre et qui était vraiment effondré de la mort du chien. Il s'est assis à côté de lui et il lui a dit: oui, c'est vrai, tu es responsable de la mort de ton chien, mais tu n'es responsable que de ça. Donc par la négative, par contraste, il est responsable de la mort du chien, mais il n'est pas responsable de la mort de sa femme et de son fils. Et ça, c'est vraiment le travail de la psychanalyse, c'est de mettre des mots et symboliquement de réparer les peines des gens qu'ils ont au fond d'eux. Il va aussi dire quelque chose à son père d'important. Lui, il a fait la démarche d'aller, j'ai oublié le nom, dans un endroit, un mémorial, où sont notés tous les noms et toutes les informations sur les personnes déportées. Donc il a pu voir dans quel train sont montés Anna et Simon, où ils ont été emmenés. La réponse, c'est Auschwitz. Donc c'est là qu'ont été déportés Anna et Simon.
Et la bonne nouvelle dans ce drame, c'est qu'ils ont été exécutés tout de suite à leur arrivée. Donc, ils n'ont pas connu les photos qu'on peut voir de ces gens horriblement amaigris, qui travaillent pour transporter les corps, qui meurent de faim, qui se promènent tout nus. Ça, ils ne l'ont pas connu. Ils ont été tués tout de suite à leur arrivée. Et lui, il choisit de dire ça à son père, de lui dire, Anna et Simon, quand ils sont arrivés, ils ont été tout de suite exécutés pour peut-être le soulager de son incertitude, parce que lui, il s'est peut-être demandé pendant toutes ces années, est-ce que sa femme et son fils ont souffert? Et surtout, il a prononcé leur prénom, alors que pour lui, c'est quelque chose qui se permettait jamais de faire, de prononcer le prénom de sa femme et de son enfant mort. D'ailleurs, il a appris à 15 ans qu'ils avaient existé, tellement il n'en parlait pas du tout. Il fait aussi entrer sa mère dans la pièce et il redit la même chose devant sa mère, pour que elle aussi sache ce que sont devenus Anna et Simon, pour savoir que lui, il sait, et peut-être dans un sens pour crever un peu le secret et leur permettre que ce soit moins lourd à porter. Il termine ce chapitre 5 en disant qu'il venait de délivrer son père de son secret. C'est un chapitre très émouvant et qui a un petit peu une portée universelle, parce que tout le monde n'est pas juif, tout le monde n'a pas connu la déportation, mais tout le monde a dans sa famille des histoires qui ont été tragiques, des histoires dont les gens ont honte, par exemple, eux qui se sont mis en couple alors que leur conjoint vivait des choses horribles, des gens qui meurent dans des situations tragiques. On a beaucoup de gens qui viennent d'Italie, d'Espagne, qui sont arrivés en France, qui lisent le français, qui ont connu des dictatures. Bon, en France, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, c'était horrible pour tout un tas de monde, et on a tous dans nos familles connu des histoires comme ça. Et je pense que même dans le présent, on n'a pas besoin d'être en guerre pour vivre des drames, et que c'est très intéressant de se dire que on peut en parler, et que des fois parler, ça délivre d'un poids. En même temps, il y a aussi des gens pour qui le silence est la façon de faire face, et il faut respecter un petit peu le désir de chacun. Il y a des gens qui ont besoin de laisser ça de côté et d'avancer. Chacun fonctionne à sa façon. Voilà, pour la fin de la lecture de ce chapitre 5, et on va maintenant lire l'épilogue. On va résumer l'épilogue de Un secret de Philippe Grimbert. Alors, cet épilogue, il se passe dans un château qui est vers chez l'auteur, et il va se promener avec sa fille dans ce château, autour de ce château qui est abandonné, et au milieu des bois, parce qu'il y a une tombe avec des inscriptions, et il voudrait bien aller voir ce qu'il y a dessus. Alors il essaye de s'avancer et d'un petit peu aller visiter, sachant qu'il y a déjà une fois un garde-chasse qui lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'y aller, donc il y va en se sentant un petit peu un intrus. Mais il s'est renseigné sur le château et il apprend que le propriétaire du château, c'était le comte de Chambrun, et que ce monsieur, il avait comme particularité d'être l'époux de la fille de Laval. Donc Laval, c'est le monsieur que lui considère, peut-être que c'est vrai, hein, je ne dis pas que c'est juste ou que c'est faux, mais en tout cas que lui considère comme responsable de la déportation du petit Simon et de plein d'autres enfants juifs. Donc il s'aventure dans l'arrière, dans les sous-bois du château du gendre de Laval. Il est là-bas avec sa fille, et quand il s'approche, les tombes, en fait, il réalise que c'est des tombes de chiens. Il y a des noms, alors c'est Braille, Pompée, Madou, Brutus, et il y a à chaque fois les dates de mort de ces chiens, et ils ont tous des jolies petites tombes, bien qu'abandonnées. Il y en a même qui ont des épitaphes. Il y en a un où il s'est écrit « Ami fidèle de mon père », l'autre où il y a écrit « Mourir est la seule peine qui nous ait jamais fait ». Donc ça paraît un petit peu risible et un peu rococo comme ça, de faire des tombes pour les chiens et de mettre des épitaphes dessus. Mais lui, ça le bouleverse de voir ça, et surtout ça le renvoie au fait que Anna et Simon, eux, n'ont pas eu de tombe. Et donc ça, c'était les chiens de José, et eux, c'est une fille Chambrun, donc c'était la fille de Laval, qui avait enterré affectueusement ses petits chiens là-bas, pendant que son père participait à la déportation et à l'exécution de nombreuses personnes, adultes et enfants. Alors là, il est révolté, et il y a une colère en lui, et il dit « Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Il dit « Est-ce que je pourrais profaner les tombes, écrire des grosses insultes, par exemple, sur les tombes ?» Et puis en même temps, il a honte de ce sentiment qui n'est pas constructif, de cette haine qu'il y a en lui, hein, parce que c'est pas peine de s'en prendre à la tombe des chiens, et en plus la fille est certainement morte, donc elle ne saura même jamais qu'on s'en est pris à la tombe de ses chiens, et en plus ce serait un acte qui ne ferait grandir personne. Donc sa fille à lui, Rose, la fille de Philippe, veut rentrer, donc il lui dit de partir, et il se retrouve seul, assis sur un tronc d'arbre au milieu des tombes des chiens. Donc il s'assoit, il pose les mains sur ses genoux, et il serre les doigts, il les crispe. Et à ce moment-là, il repense à son père
quand il était assis dans la chambre, qu'il avait appris la mort de Echo et qui avait exactement la même position, assis sur le lit avec les mains sur les genoux et en train de crisper ses doigts. Il pense aussi à sa mère qui, après son attaque cérébrale, était tellement diminuée qu'il fallait lui mettre de la mousse dans ses mains pour éviter qu'elle se griffe en serrant trop fort les poings. Et là, il va y avoir un dernier paragraphe dans ce passage où il va dire quelque chose de bouleversant, parce que c'est vraiment bouleversant de finir sa vie comme ça. Il raconte qu'en fait, son père et sa mère se sont défenestrés. Donc sa mère qui avait ce lourd handicap et qui ne le supportait pas, son père l'a pris par la taille et ils se sont défenestrés tous les deux en sautant du balcon du salon. Alors, c'est quand même bouleversant et des gens qui ont eu des vies aussi dures, qui finalement finissent comme ça. Lui, il pense que c'est parce qu'il ne supportait pas de se voir diminuer physiquement, que c'était des gens pour qui le corps avait toujours eu une grande importance. Après, il y a des choses qu'il ne dit pas, mais dont on peut se poser la question, est-ce que c'est peut-être pas aussi un moment où la souffrance de se dire que lui, il a perdu sa femme et son enfant qu'il n'a pas pu protéger, mais bon, protéger face à une armée, l'armée nazie, c'était compliqué, mais en tout cas, est-ce que peut-être sa culpabilité et puis aussi de souffrir comme ça en fin de vie n'est pas devenu insupportable pour eux. Donc il raconte être allé à leur enterrement entre Louise et Esther, ses deux amies. Donc ces deux vieilles dames que lui appelle ses amies. Et il dit qu'après l'enterrement, elles sont parties et lui il s'est glissé entre elles et il les a pris toutes les deux dans ses bras. Il a fait un dernier geste qui pour lui symboliquement a permis de donner une sépulture décente à Simon. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur, je vais aller chercher son nom parce que ça vaut le coup de lui rendre hommage. Voilà, un monsieur qui s'appelle Klarsfeld, qui a publié un ouvrage consacré aux enfants de France morts en déportation. Donc tous les enfants qui sont morts parce qu'ils ont été déportés. Et il a envoyé la photo de Simon qui a été ajoutée à ce grand catalogue. Et en échange, il a reçu un gros livre dans lequel sont présentées les photos de tous ces enfants qui sont morts pendant la guerre. Et il dit finalement que ce livre, eh ben, c'est ça la sépulture décente qu'il fallait pour Simon, pour que symboliquement, il puisse avoir une mort digne. Le livre se termine comme ça. C'est un très beau livre intime dans lequel il raconte quelque chose de très personnel et il le fait très personnellement. Et évidemment, sa petite histoire, elle s'insère dans la grande histoire. Enfin, pour moi, c'est une belle découverte, un auteur que je ne connaissais pas. Du coup, au bout du livre, il y a d'autres livres du même auteur qui sont présentés. Donc, allez, je lis le premier parce qu'il est sous mes yeux, peut-être pour vous donner envie d'aller lire d'autres choses de lui. Donc, il y en a un qui s'appelle Nom de Dieu. Et le résumé en quelques lignes. Donc, Baptiste est croyant, ça lui prend beaucoup de temps, à tel point que tout le monde se lasse. Sa foi est alors rudement mise à l'épreuve par une avalanche de catastrophes qui le transforme en prophète halluciné, publiquement ses comptes avec le Créateur. Il y a Freud au quotidien, où il essaye de se mettre dans la peau de Freud. Il y a La mauvaise rencontre, c'est l'histoire de deux garçons qui se déchirent. La petite robe de Paul, c'est un monsieur qui achète une petite robe blanche et exposée dans une vitrine et qui la ramène à la maison. Et ça fait de la peine visiblement à sa femme, on ne sait pas pourquoi. Il y a Rudik Lot-Nouref, c'est la rencontre d'un danseur étoile qui fait une psychanalyse. Et un garçon singulier, c'est quelqu'un qui voit une petite annonce et qui va découvrir une mère et son fils qui vont bousculer sa vie. Voilà, pour ceux qui ont envie de continuer à découvrir des choses écrites par Philippe Grimbert. Fin de ce livre, c'était un grand plaisir de le lire et de le partager. Et si jamais ces résumés ou ces lectures vous ont été utiles, que vous avez envie de nous en remercier, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Ça nous permet de continuer à nous développer et à proposer des contenus qu'on espère être de qualité. Voilà, merci, au revoir.